Salut et bienvenue sur Mediapart. Nous sommes le jeudi 21 septembre 2023. Ariane Lavrieux est une journaliste. Elle vient de faire 39 heures de garde à vue pour avoir publié des informations sur une opération militaire secrète entre l'Égypte et la France. 39 heures de garde à vue pour avoir fait son travail. En France, les menaces sur la liberté d'informer nous préoccupent à quelques jours de l'ouverture d'états généraux de l'information voulus par le président de la République. Vous entendrez nos invités, les journalistes Tristan Valex, Ariane Chemin, Mathias Destal, Karine Fouteau et la secrétaire générale d'Amnesty International, Agnès Calamard. On aura aussi avec nous l'avocate Virginie Marquet. Vous regardez à l'air libre l'émission d'actualité de Mediapart. Mardi 19 septembre à 6h du matin, notre consoeur et amie, la journaliste Ariane Lavrieux, était placée en garde à vue chez elle à Marseille. Après 39 heures de garde à vue, elle a été finalement libérée hier soir. On la voit sur cette photo, point levé, une photo qu'elle a postée hier soir sur le réseau social X. Alors ce qui lui est reproché, c'est une enquête publiée en novembre 2021 par le site d'investigation Disclose, relayée par plusieurs médias, dont le magazine Complément d'enquête sur France 2, qui établit les dérives criminelles d'une opération militaire secrète entre la France et l'Égypte. Une enquête basée sur des centaines de documents classés confidentiel défense. À la suite de ces révélations, le ministère de la Défense avait porté plainte pour violation du secret de la défense nationale, une enquête pour compromission du secret de la défense nationale et, je cite encore, révélation d'informations pouvant conduire à identifier un agent protégé a alors été ouverte. Alors une perquisition et une garde à vue d'un journaliste en France, c'est très rare et ça nous inquiète ici à Mediapart. Karine Fouteau, salut, ancienne co-directrice éditoriale de Mediapart, tu es avec nous et on signale d'ailleurs qu'Ariane travaille régulièrement pour Mediapart. Cela vous inquiète vous aussi. Mathias Destal, bonjour, cofondateur du site d'investigation Disclose. Vous avez donc publié les révélations d'Ariane Lavrieux. Tristan Valex, bonjour, présentateur bonjour. Et co-rédacteur en chef du magazine Complément d'enquête sur France 2, qui a donc diffusé un magazine en partenariat avec Disclose sur ce sujet. Ariane Chemin, bonjour. Bonjour. Grand reporter au Monde. Vous avez été, vous aussi, auditionné par la DGSI dans le cadre de l'affaire Benalla. C'était en 2019. Et avec nous, Virginie Marquet, avocate de Disclose. Vous avez accompagné Ariane durant sa garde à vue à tous les quatre. Un mot, peut-être un adjectif pour commencer, pour définir ce à quoi on vient d'assister. Vous, Virginie, qui étiez sur place d'une certaine façon. Un mot... on va développer après. Voilà, on développera après. Un mot... effarement, j'ai envie de dire effarement, parce que c'est une escalade coercitive à l'encontre des journalistes qui est sans précédent, donc effarement et inquiétude, si j'ai le droit à un deuxième mot. Tristan Valex. Oui, non, moi, inquiétant parce que c'est sans précédent. Enfin, on a l'impression qu'on s'habitue un petit peu aux entraves à la liberté de la presse. On en parlera. Il y avait déjà eu des convocations de journalistes pour violation du secret de la défense, mais là, perquisition à 6h du matin, garde à vue, une nuit au commissariat, il ne faut pas qu'on s'habitue à ce genre de choses. Mathias Destal, est-ce que vous vous imaginez à ça ? Non, pas du tout. Ça a été très brutal, l'annonce de cette garde à vue, puis surtout de la perquisition qui est intervenue juste après sa notification de mise en garde à vue. Très, très brutal et soudain pour nous. Et puis je resterai dans le même champ lexical, très préoccupant. Ariane Chemin. La même chose, escalade. Et puis on voit qu'elle a été traitée... comme si elle était un agent de l'étranger, quelqu'un qui voulait mettre en péril l'État, ce qui est quand même pas du tout la même chose. Donc elle a fait son travail de journaliste, vous l'avez dit. Donc c'est ça qui est le plus sidérant. Justement, Ariane Lavrieux, en effet, vous y faites référence, a tenu en début d'après-midi une conférence de presse. Elle est apparue peu après 15 heures dans les locaux parisiens de Reporters sans frontières et elle a raconté, avec beaucoup de détails, sa garde à vue. Tendez l'oreille quand même, le son n'est pas fameux. À 6h05 du matin, 9 agents de renseignement et des magistrats qui sont d'ordinaire en charge de la lutte antiterroriste. Vous avez bien entendu, de la lutte antiterroriste. En théorie, leur spécialité, c'est de traquer les auteurs ou potentiels auteurs d'attentats. Ils ont donc débarqué chez moi avec des valises de logiciels informatiques pour aspirer et analyser les données qui se trouvaient sur mes téléphones, mes ordinateurs portables, mes disques durs. Ils ont gardé mes cartes SIM. Ils ont fouillé mes ordinateurs, mes téléphones, avec des logiciels de cybersurveillance. J'ai appris au cours de cette perquisition que j'étais placée sous surveillance depuis un certain temps. Elle est ensuite transférée au commissariat de Marseille, au sous-sol, et selon ses dires, ça ne s'est pas très bien passé. Quand je suis arrivée, j'étais malade, j'avais des douleurs abdominales.
J'avais besoin de médicaments antidiarrhéiques que j'avais apportés avec moi et j'étais assez déshydratée. La nuit a été assez éprouvante parce que les policiers ont refusé de me donner accès aux médicaments antidiarrhéiques. Jusqu'à 3h du matin et l'arrivée d'un médecin. Je considère avoir été traitée comme une délinquante. Le lendemain, donc, j'ai été interrogée à plusieurs reprises, en plusieurs moments. Et à chaque fois, j'ai invoqué mon droit au silence. On m'a posé des questions un petit peu globales, je dirais même presque philosophiques. Est-ce que vous êtes capable de mensonge? Est-ce que le droit à l'information est supérieur au secret de la défense nationale? Et puis ils m'ont posé des questions aussi sur des articles sur les ventes d'armes, des enquêtes sur les ventes d'armes. Ils ont essayé de savoir comment Disclose avait obtenu des informations confidentielles défense. Les agents de la DGSI ont usé de divers moyens de manipulation psychologique pour essayer de me déstabiliser, pour essayer de faire pression par exemple. Ils ont joué sur la sympathie. Ce climat de sympathie, c'est pour, voilà, comme je disais, créer un climat de confiance et ensuite que je passe à table. Il y a beaucoup de choses dans ce que dit évidemment Ariane Lavrieux. Virginie Marquet, vous avez passé du temps avec elle ces derniers jours, puisque vous êtes son avocate. Elle dit aussi d'ailleurs « j'ai tenu » à la fin de cette conférence de presse. Déjà, comment elle va? Première question. Bon, je crois qu'elle a été... c'est un choc émotionnel. Un journaliste n'a pas à avoir une place en prison quand il a fait son travail journalistique de façon sérieuse sur un sujet d'intérêt public. Donc je pense que Ariane a été très forte. Il faut saluer cette force qu'elle a tenue pendant 39 heures. C'est énorme dans un contexte de pression et de stress important. Elle va aujourd'hui, voilà, elle va bien parce qu'elle est là pour défendre son travail. Elle a un objectif. Elle sait qu'elle a fait un travail d'intérêt public sérieux, mais c'est pas possible en fait d'envisager que désormais les journalistes puissent être en effet traités, comme elle le dit, comme des délinquants. Ce n'est pas leur place. Les journalistes ont des lignes à respecter, on les connaît. Il y a la loi sur la presse, la loi de 1881, mais les journalistes ne sont pas des délinquants ordinaires. Ils ne peuvent pas être traités comme n'importe quelle autre personne qui aurait enfreint des limites. Voilà. Donc c'est scandaleux. Ariane est très éprouvée par cette épreuve, mais je pense que qu'elle a montré sa force, mais ça ne doit pas devenir quelque chose de systématique et de normal. On ne doit pas banaliser cette situation. Mathias Destal, comment ça se passe? J'imagine qu'il y a plein de questions qui sont posées et qu'elle le dit aussi dans cette conférence de presse. À chaque fois, elle a opposé le secret des sources, qui est son droit, il faut le dire. Absolument, c'est le droit fondamental de tous les journalistes. Et c'est la pierre angulaire même de notre métier et de la liberté de la presse. Sans secret des sources et sans le fait de protéger ces sources, donc en gardant son droit au silence, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de possibilité d'informer le public en toute indépendance. Donc elle a fait ce que Virginie et toute l'équipe de Disclose, on avait estimé nécessaire déjà en amont, parce que quand on publie des documents confidentiels défense, évidemment, on se prépare à une réaction, puisqu'on sait qu'ils sont couverts par le secret, vous l'avez dit, il y a un délit, la compromission du secret de la défense nationale. Donc on savait qu'il fallait s'y préparer, et en même temps, on a justifié et on a pesé les pour et les contre d'une publication de cette importance par le fait que nous ne mettions pas en danger des agents sur le terrain, par le fait que les informations révélées étaient d'intérêt public et devaient éclairer le débat public et national, car là, on est sur des angles morts avec les ventes d'armes, en l'occurrence, ou la diplomatie des armes avec des dictatures comme celle du maréchal Al-Sisi. Ariane Chemin, Disclose a dénoncé une atteinte inadmissible à la liberté de la presse pour identifier les sources de Disclose. Est-ce que c'est votre avis aussi? C'est vrai, on lui a demandé clairement, mais effectivement, sur la méthode, elle apprend que visiblement elle est surveillée, elle le dit depuis un bon moment. Déjà, ça pose problème. Ensuite, elle passe une garde à vue d'une longueur invraisemblable. Elle est traitée comme, elle dit, une délinquante, je dirais presque une terroriste. Voilà. Enfin, en tout cas, dans les locaux de la DGSI, dans les Hauts-de-Seine, c'était là où étaient entendus les terroristes qui venaient de commettre un attentat à Lyon. Je me souviens quand plusieurs autres journalistes avaient été convoqués. Donc tout ça ne va
va pas. Effectivement, je pense qu'en plus ce que vous dites est intéressant parce que on pèse. Là, c'était non seulement l'intérêt public, mais c'était pour dénoncer des répressions. Donc, c'était une information qui était tout à fait intéressante. Et puis, effectivement, le secret défense, c'est pas la même chose pour quelqu'un qui voudrait trahir ou ébranler l'État français et celui qui veut, au contraire, essayer de fouiller un peu dans des arrière-cuisines qui ne sont pas toujours très propres. C'est pas du tout la même chose. Tristan Valex, un mot, puisque vous avez accompagné, plus qu'accompagné avec ce magazine Complément d'enquête en 2021, cette enquête de Disclose. Oui, en fait, ce qui est terrible, c'est que là, quelque part, le mal est fait. C'est terrible pour notre consoeur, pour Ariane Lavrieux, mais c'est aussi terrible pour ses sources et pour les sources en général. C'est-à-dire que sans source, on ne peut pas faire de journalisme et il y a un côté intimidant, c'est-à-dire que oui, maintenant, toutes les sources potentielles, toutes les personnes qui potentiellement pourraient nous révéler des secrets, que ce soit des secrets défense ou autres secrets professionnels, secrets des affaires, etc., savent qu'aujourd'hui, en France, on peut potentiellement se confier à un journaliste et ce journaliste aura beau être quelqu'un de confiance, comme Ariane, prendre toutes les précautions du monde, et 2 ans après la publication d'une enquête, on sait que la DGSI pourra aller toquer à la porte de ceux ou cette journaliste de confiance pour essayer d'identifier sa source. Et ça, c'est effectivement hyper inquiétant. Est-ce que, Karine Fouteau, pour toi, on passe un cran, là, avec cette garde à vue, cette perquisition, 39 heures de garde à vue, c'est pas exactement la première fois, mais en fait, c'est pas non plus extrêmement fréquent. Est-ce qu'un cran est passé ? C'est très rare et il faut vraiment qu'on prenne tous la mesure là, de ce qui s'est passé. Nous, les journalistes, c'est important que la mobilisation soit encore plus ample que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Il y avait un peu de monde à la place de la République hier, mais peut-être pas assez. Il y avait sans doute des journalistes aussi qui étaient présents et qui vont relayer la conférence de presse qui a eu lieu cet après-midi. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut qu'on interpelle maintenant les citoyens, les citoyennes qui comprennent ce qui est en jeu. Là, c'est la question du droit de savoir. Notre métier, précisément, c'est de révéler ce qui est caché, ce qui est ignoré, ce qui est passé sous silence. Car les citoyens ont le droit de savoir comment les décisions sont prises, par qui elles sont prises, quelles actions sont menées en leur nom et avec leur argent. Donc c'est le cœur. Quand on s'attaque à Ariane, on s'attaque en fait à ce qui fait l'essence même de notre métier. Donc il faut qu'on soit hyper vigilant. Effectivement, il est trop tard pour cette fois-là, mais il faut qu'on marque des limites là de manière très forte et qu'on le fasse ensemble avec les citoyens. Il faut que notre voix porte beaucoup plus loin. On va regarder ensemble un exemple justement qui est un extrait du reportage de Complément d'enquête de votre travail pour savoir précisément de quoi on parle quand même. Donc ces opérations égyptiennes ciblant des civils menées avec l'aide du renseignement français. Donc extrait de ce magazine Complément d'enquête réalisé avec Disclose en partenariat avec Disclose en novembre 2021. Le 21 septembre, l'équipe de Sirli va avoir la quasi-certitude que son travail sert à tuer des civils. Ce jour-là, elle part en mission dans cette zone, à environ 160 km de l'oasis de Baharia. En fin de matinée, l'avion français repère plusieurs véhicules suspects. Il transmet ses informations et positions à l'équipe au sol, qui les relaie à son tour aux Égyptiens. À la mi-journée, la caméra de surveillance française filme ce petit avion, comme le montre cette capture d'écran. Il s'agit d'un Cessna 208, appartenant à l'armée égyptienne. Il est équipé de missiles. Pour éviter une collision, les Français s'éloignent. 43 minutes plus tard, ils survolent à nouveau la zone. Sur leur écran cette fois, un véhicule est en flammes. Dans un rapport rédigé le lendemain, un officier de la DRM indique que la frappe a très probablement été perpétrée par le Cessna 208. Sa conclusion est une nouvelle alerte envoyée à sa hiérarchie. La seule présence du Cessna armé atteste de la volonté de l'armée de l'air égyptienne d'utiliser au mieux les informations de l'équipe française à des fins répressives contre le trafic local.
Voilà, une enquête co-réalisée par Ariane Lavrieux et Jean-Pierre Canet, que France 2 d'ailleurs a remis sur son site. Voilà, en soutien à Ariane, on a effectivement remis ça sur France.tv depuis hier soir. Tristan Valeix, je mobilise vos souvenirs de l'époque de cette enquête qui aujourd'hui ont été très mobilisés justement ces derniers jours. Ce dont parle ce documentaire, ce dont parle l'enquête d'Ariane, c'est une énorme fuite de documents secrets classifiés secret défense. Vous dites même que c'est la plus grosse fuite de documents classifiés. Ouais, on s'était posé la question, mais ouais, effectivement, nous, ça nous est jamais arrivé d'avoir autant de documents secret défense. Et encore une fois, quand on parle de secret défense, on a l'impression qu'on met en cause la sécurité de l'État, etc. Il faut savoir que là, sur ces, centaines, milliers, dizaines de milliers de pages de documents, les seules informations que l'on a révélées au public, ce sont des informations qui sont d'intérêt public, d'intérêt général. C'est ça, en fait, le critère. On ne met pas tout sur la table, on ne met pas tout ce qu'on a sur la table. Évidemment qu'on n'a pas donné le nom des agents de renseignement potentiels qui est inscrit, ou des adresses personnelles, ou des localisations de bases secrètes. On ne fait pas ça. Le tri qui a été fait avec Disclose et Ariane à l'époque, c'était révéler ce qui relève de l'intérêt général. Et là, en l'occurrence, ce que montrent ces documents, c'est que potentiellement la France est complice d'exécutions extrajudiciaires, de crimes de guerre en Égypte. Si ça, c'est pas un critère suffisant pour se dire que non, malgré la classification d'un document, on peut révéler ces informations, je sais pas ce qu'il faut. C'est-à-dire que le secret défense, c'est pas fait pour couvrir les crimes de guerre, en principe. Mathias, Virginie, petite question quand même sur, d'après ce que vous savez, est-ce que c'est uniquement cette enquête-là qui intéresse les enquêteurs, ou est-ce qu'il y a aussi d'autres aspects, d'autres enquêtes qui ont été publiées à ce moment-là qui les intéressent, d'après ce que vous savez et d'après ce que vous pouvez dire par ailleurs? En fait, ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille sur ces questions encore une fois, je le répète, de vente d'armes, parce que l'opération Sirli, c'est une opération qui se fait dans un contexte, et c'est le contexte, c'est celui de vente, par exemple, de Rafale, d'avions de chasse Rafale à l'Égypte. L'Égypte est un très gros client de l'équipement militaire français. Donc, c'est pas la seule enquête. Pour revenir à votre question, on peut le dire, il y a 5 sujets qui intéressaient les enquêteurs, 5 sujets qui sont liés à des questions à des informations classifiées, à des notamment informations Rafale, confidentielles. Voilà, on avait sorti une enquête, une révélation sur une vente en secret. Normalement, la presse est très vite informée quand il y a une signature de contrat, encore plus quand c'est 30 avions de chasse Rafale. Là, c'était une vente qui s'était faite en secret parce que c'était un peu gênant de vendre à la dictature du maréchal. Donc ça, on l'a révélé. On a révélé la livraison d'équipements militaires à la Russie de 2015 à 2020, des équipements qui ont servi dans l'invasion de l'Ukraine. Donc à chaque fois, c'est des informations qui racontent que la France vend des armes qui sont ensuite utilisées par des régimes autoritaires contre des civils. Donc c'est pas rien en fait. Et ces éléments-là intéressent le renseignement interne français, veulent savoir et traquer nos sources parce que ça les gêne qu'on aille mettre le nez dans des affaires qu'ils estiment réservées. Virginie Marquet, Ariane Lavrieux est sortie libre. Elle n'a pas été mise en examen à ce stade. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est tirée d'affaire et que Disclose est tirée d'affaire. Non, alors à ce stade, la procédure est encore en cours, donc on ne peut pas préjuger de ce qui va se passer. Ce que je voudrais juste dire, c'est, en fait, le sujet, c'est, on ne dit pas que les journalistes sont en dehors des lois, des règles et ne doivent pas les appliquer, mais c'est un vrai sujet, ces histoires de documents confidentiels défense, parce qu'il y a une opacité totale en fait sur la façon dont les documents sont classifiés. Il y a un arbitraire et il y a un pouvoir qui est le plus large de décider de mettre des documents de façon confidentielle. Et cette surclassification, elle est problématique. Et ces sujets, on voit que tous les sujets qui probablement intéressaient la DGSI sont des sujets effectivement qui utilisent des documents confidentiels défense, mais en réalité, c'est que des sujets qui ont été examinés par les journalistes vraiment au millimètre pour savoir ce qui est nécessaire à l'information, parce qu'en réalité, c'est vrai, c'est le sujet. Est-ce que la vente d'armes, est-ce que les contrats d'armement avec des pays qui sont des dictatures, est-ce que ça, ce sont des informations qui doivent être classifiées? Donc en fait, c'est aussi la remise en question de ce processus de classification qui est totalement opaque. Les citoyens n'ont aucune information
informations, ils n'ont pas le droit de savoir. Et ces procédures nous disent un peu ça, nous disent vous n'avez pas le droit de savoir ce qu'on décide, nous, l'État, de mettre sous cloche, et vous n'y aurez pas accès, et les journalistes non plus. Ça m'intéresse votre réaction là-dessus. Est-ce qu'on va trop loin, justement? Est-ce que la question de la sécurité nationale, finalement, est très régulièrement mise en entrave pour les journalistes pour faire leur travail d'enquête? Il y a quand même une accumulation. Et c'est ce que disait Tristan, c'est ce qui est très compliqué, c'est que là, vous avez à peu près les enquêtes qui intéressent la DGSI, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ça peut être une stricte manœuvre d'intimidation. Et puis surtout, en fait, ça intimide beaucoup vos sources. C'est ça, c'est une double manœuvre. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que tout le monde est intimidé. Et enfin, tout le monde, on essaie d'intimider tout le monde, et c'est une opération lourde, en fait. Malgré, même si elle paraît, elle peut être assez brève ou pas, c'est quand même lourd. Et les moyens mis en œuvre intimident d'autant. Comme on l'a entendu, le fait que il y avait Ariane l'a précisé lors de sa conférence de presse, il y avait 3 enquêteurs, informaticiens spécialisés pour extraire les éléments de ces terminaux. Avec une surveillance qui s'est déployée depuis plusieurs mois, possiblement. Avec des moyens de surveillance et d'enquête dont nous, on n'a pas connaissance, puisque tout ça est sous le sceau du secret, évidemment. Donc c'est David contre Goliath, et ça, c'est un message qui est envoyé à la fois aux journalistes enquêteurs, et d'abord et avant tout à ceux qui veulent les informer. Alors, depuis mardi, ce qu'il faut saluer aussi, même si peut-être il peut y avoir plus de monde, mais enfin il y a quand même eu de nombreux soutiens, plusieurs manifestations qui ont eu lieu hier soir, notamment à Rennes, à Nantes, à Paris. Ils étaient à Paris 250 à soutenir Ariane Lavrieux sur la place de la République. Des journalistes, certains d'entre vous que j'ai vus hier, des syndicats, des ONG comme Amnesty International, Reporters sans frontières, mais aussi 3 représentants de la NUPES. On les voit, Julien Bayou, Olivier Faure et Raquel Garrido. À ce moment-là, Ariane était toujours en garde à vue, et on a entendu ce message de Magali Serre, la présidente de Disclose. C'est aussi un message adressé par l'État français à tous les journalistes de France. Ce message, il est limpide. Si vous, journalistes, vous voulez enquêter sur des secrets d'État pour faire avancer la démocratie, faites bien attention à vous. Vous risquez de finir dans une cellule, en garde à vue, comme Ariane. Alors bon courage. Voilà, c'est exactement ce que vous disiez, Ariane Chemin. Je ne disais pas tout à fait comme ça, mais... Ouais. Inquiétude et soutien également aujourd'hui de 40 sociétés de journalistes, dont celle de Mediapart, France Télévisions et du Monde. Elles en appellent à la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, et au président de la République, Emmanuel Macron, pour qu'il fasse du renforcement de la protection des sources des journalistes et de l'indépendance des rédactions un enjeu prioritaire des États généraux de l'information qui vont s'ouvrir le 3 octobre. On va y revenir un peu plus tard dans l'émission. Soutien aussi de syndicats, de journalistes, de la Fédération européenne des journalistes, et colère du côté d'Amnesty International, de la secrétaire générale de cette ONG, Agnès Callamard. Elle est actuellement à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies. On lui a parlé ce matin. Elle réagit pour Mediapart. On l'écoute. Pour moi, les dernières 48 heures, c'est vraiment, on est passé dans une autre dimension, je dirais. Et une dimension qui devrait vraiment inquiéter non seulement les journalistes, et ils sont très inquiets, mais l'ensemble de la société française, parce que c'est une attaque contre la démocratie. La liberté de la presse, c'est un pilier fondamental de la démocratie. Cette détention cherche à menacer, à envoyer un message très clair aux journalistes indépendants, et menace directement la confidentialité des sources. Donc c'est aussi une menace adressée aux lanceurs d'alerte potentiels, et ça s'inscrit dans une offensive beaucoup plus large contre la liberté d'informer et la liberté d'enquêter, y compris sur des questions sensibles et de sécurité nationale. On est vraiment là dans un schéma de menaces latentes contre la presse, et maintenant, je dirais, après ce qui s'est passé au cours des derniers 48 heures, de menaces réelles contre la liberté de la presse au nom d'une certaine conception de la sécurité nationale. Les dirigeants, dit Agnès Callamard, doivent rendre des comptes, particulièrement lorsqu'il est question de sécurité nationale et de crimes potentiels. Ce qui s'est passé en Égypte, ces bombardements de civils qui auraient pu être facilités ou même qui n'auraient pas pu avoir lieu, je dirais, sans l'appui technique de la France, c'est extrêmement grave.
C'est extrêmement grave et on ne peut pas invoquer la sécurité nationale lorsque l'on parle d'un crime international. D'invoquer la sécurité nationale et d'arrêter un journaliste qui a mis en lumière une complicité potentielle dans un crime international, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Je ne sais pas qui veut répondre là-dessus, mais je m'arrête là-dessus quand même. C'est important ce que dit Agnès Calamard, c'est-à-dire elle dit on ne fait pas n'importe quoi quand on est journaliste. Oui, il y a des lois, mais il y a des moments où la sécurité nationale ne peut pas être invoquée à n'importe quel moment. Précisément, effectivement, c'est très juste ce qu'elle dit dans l'histoire qu'on révèle sur l'opération Sirli, cette opération secrète en Égypte. Les documents, leur force, c'est qu'ils attestent que les militaires français sur place alertent leur hiérarchie, alertent le plus haut sommet de l'État depuis des mois, des années, sur les dérives de l'opération. Et une opération qui est effectivement financée par le contribuable pour des intérêts qui sont des intérêts financiers, économiques, principalement, de vendre des armes, je le répète. Donc oui, c'est... Ouais, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut avoir tendance à présenter ça de maniire un peu binaire avec les journalistes un peu corporatistes qui disent on veut violer le secret défense et les militaires qui disent mais non, mais attendez, non, touchez pas. Alors que c'est pas ça. Nous, ce qu'il y a dans les documents secret défense, c'est que on se rend compte que les militaires, il y a des militaires qui depuis des années, pendant 3 ans, ils alertent en disant, en gros, c'est dit en langage diplomatique, mais ça veut dire on fait n'importe quoi avec notre matériel et nos renseignements. Les Égyptiens sont en train de tuer des civils, des contrebandiers, des gens qui ne sont sous couvert de lutte antiterroriste. On est en train de faire n'importe quoi. C'est toutes les semaines, tous les mois, pendant plusieurs années, il y a des alertes et on voit que les militaires ne veulent pas de ça. Et c'est pas un hasard si, d'ailleurs, ces documents finissent par être rendus publics au bout d'un moment. C'est-à-dire que nous, on n'est pas... et les journalistes, et Ariane Lavrieux qui a fait ce reportage, elle fait pas ça dans une lutte idéologique contre l'armée, contre le secret défense, etc. Là, on a des militaires, moi je sais que j'ai des sources au sein de l'armée qui n'étaient pas au courant de cette opération secrète, cette opération Sirli, qui nous ont dit merci, heureusement que vous avez fait ça. Donc il ne faut pas croire qu'en fait c'est les journalistes contre les militaires. Non, on a tous intérêt en tant que citoyens à pouvoir avoir le droit de révéler des secrets d'État quand ils couvrent des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Non, mais je trouve qu'il a raison, Tristan l'a là-dessus. Vous avez présenté en disant qu'elle n'a fait que son travail. Moi je dirais surtout qu'elle a fait bien son travail. C'est ça qui est important. C'est qu'elle a bien fait son travail. Et Tristan le rappelait, ils ont choisi des séquences, ils ont travaillé, ils ont réfléchi tous ensemble. C'est ça le journalisme, c'est réfléchir à ce qu'on peut dire, à ce qu'on ne peut pas dire, parce qu'on sait aussi qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Voilà. Donc elle a bien fait son travail. Et donc évidemment, c'est une intimidation insupportable. Karine. Et je pense que c'est très important, effectivement, que les lecteurs comprennent bien que quand on a des documents de ce type qui sont classifiés, qui sont couverts par tel ou tel type de secret, on se pose 1 milliard de questions. On respecte, on travaille en respectant des règles déontologiques qui sont très précises. On s'inscrit dans le cadre de la loi de 1881 qui nous donne des devoirs, mais aussi des responsabilités et des droits. Et là, en l'occurrence, la question, c'est qu'est-ce qu'apporte au public ces documents. Ces documents, ils démontrent des dysfonctionnements, des dérives qui sont flagrantes. Donc, à partir de ce moment-là, c'est évident que le journal, le média, est en capacité de publier. En fait, tout est mesuré à l'aune de ce que apporte le document par rapport, et donc l'article, l'enquête, par rapport à ce qui est à la loi ou au principe qui est violé. Ça doit être ça le critère. Le critère, c'est pas quel est le niveau de classification d'un document. Est-ce que ça relève du secret médical, du secret de l'instruction, du secret de la défense nationale? Non, c'est est-ce que ça révèle une information d'intérêt général? C'est l'unique critère qui doit prévaloir. Alors, on a vu le soutien d'Agnès Calamard, des gens qui sont allés manifester, de vous ici sur ce plateau, et puis parfois il y a le silence du côté du gouvernement, notamment. Hier, mercredi, Célia Mebroukine et Bérénice Gabriel de Mediapart sont allés interroger le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, sur cette garde à vue à la sortie du Conseil des ministres. Est-ce que c'est normal qu'une journaliste passe une nuit en cellule dans une démocratie ? Pardon encore une fois pour votre question, vous allez dire que je vous en veux, c'est pas du tout le cas, mais là on n'est pas dans un sujet
qui a On été est sur un abordé dans le cadre de sujet l'enceinte lié à la gouvernementale. liberté de la presse et à la vitalité d'une démocratie, c'est important. Je suis porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire que je porte la parole du gouvernement. Donc quand je dois dire les choses, je dis les choses avec la certitude que c'est la parole gouvernementale et qu'on a les éléments nécessaires pour cela. Ce n'est pas le lieu, excusez-moi, pour vous répondre sur cette question. Je ne veux pas éluder si vous m'invitez. Je veux bien vous répondre dans un autre contexte. C'est compliqué de se positionner sur le fait qu'une journaliste ait passé une nuit en garde à vue pour avoir simplement fait son travail. Parce que vous êtes journaliste et parce que je suis élu de la République, je préfère m'exprimer sur des sujets en toute connaissance de cause du sujet, de la totalité des éléments, ce que ni vous ni moi n'avons à l'heure à laquelle je vous parle. C'est pour ça que je préfère... Mais je vous demande votre sentiment en tant que ministre. Je vous ai répondu. Il y a quand même, c'est pas la première fois, c'est pas la première journaliste qui passe une nuit en cellule, c'est aussi pas la première à avoir été interpellée ou perquisitionnée. Geoffrey Livolzi, Mathias Destal de Disclose pour des révélations sur des ventes d'armes françaises. Ariane Chemin, une équipe de quotidien, mais aussi les locaux de Mediapart. Est-ce qu'on n'est pas dans un contexte quand même d'intimidation des journalistes? Les locaux de Mediapart, c'était pour un problème fiscal, me semble-t-il. Non, c'était pour un problème lié à l'affaire Benalla. Ça n'avait rien à voir avec un problème fiscal. Si votre question qui s'adresse D'ailleurs, l'État a été condamné pour cette perquisition. Excusez-moi, c'est pas un lieu. Alors, il y a beaucoup de lieux de débat auxquels je me prête bien volontiers. Je crois que je fais des émissions politiques à peu près, même plusieurs émissions politiques par semaine. Donc, j'accepterai volontiers l'invitation de Mediapart. Je vous dis juste qu'ici, c'est un lieu institutionnel. Et je fais la part. Mais c'est quand même étonnant que cette question soit aussi gênante. Mais en fait, c'est la nature de votre question qui n'est pas adaptée au contexte. Mais je vous répondrai bien volontiers, je n'élude pas les choses. C'est juste ici l'endroit du compte-rendu. Invitez-moi. Mais on vous invite. Bon, bref, on ne va pas refaire le débat, mais c'est quand même très difficile d'avoir la parole du gouvernement sur ces sujets-là. Mais je vous dis, invitez-moi. Je ne refuse pas de vous parler. Au contraire, je viendrai avec plaisir. Très bien. On trouve un rendez-vous, on trouve une invitation, je viens en discuter avec vous. Pas de souci. Vous verrez que j'ai plein de choses à dire sur la liberté de la presse dans notre pays et sur le pays des droits de l'homme, d'ailleurs, qui reste d'ailleurs la France. Bon, alors pour ce qui est de l'invitation, elle est déjà lancée et on attend la réponse d'Olivier Véran, voilà pour Mediapart. Mais pour en revenir à notre débat, évidemment, on le voit hier, Célia Mebroukine et Bérénice Gabriel interrogent le porte-parole du gouvernement alors qu'Ariane Lavrieux est toujours en garde à vue. Et en gros, il a quand même rien à dire, il botte en touche, Mathias. Ah oui, c'est terrible. Cette séquence, elle est terrible parce qu'on voit bien la gêne du porte-parole du gouvernement. Et c'est une gêne sur ces sujets-là, en fait, qui existe depuis nous qu'on enquête 3-4 ans. Pour rappel, quand on a sorti les Egypt Papers sur l'opération Sirli, la ministre des Armées d'alors, Florence Parly, était interrogée à l'Assemblée. Elle ne répond à aucune question puisque c'est couvert par le secret. Elle dit une enquête interne sera diligentée. Quelques semaines plus tard, cette enquête est mise aux orties, terminée. Ils ne répondent pas et il faut absolument, les journalistes, nous, les confrères et consoeurs, doivent aujourd'hui les interroger, les interpeller, les politiques élus, sénateurs, députés, membres du gouvernement, sur ces questions qui nécessitent un contrôle démocratique. Ariane Chemin, qu'est-ce qui vous inspire cette séquence ? Alors, il est très mal. On ne va pas nier son malaise. Peut-être, je ne sais pas si. Ce qui m'interroge, c'est à quel point il est au courant de l'affaire. C'est plutôt ça que j'aimerais savoir comme journaliste. Ce qui peut être par ailleurs inquiétant. Je ne sais pas. Justement, je lirai, si vous faites une enquête là-dessus, je lirai Mediapart. Ça m'intéresse. Tristan. Non, mais c'est vrai qu'il pourrait se positionner. Ce serait bien d'avoir effectivement la position officielle du porte-parole du gouvernement sur ce genre de questions. D'autant plus qu'Emmanuel Macron a quand même beaucoup dit « je suis là pour protéger les journalistes ». Karine, c'était quoi? On rappelle dans un article d'Hélène Selvi aujourd'hui, des positionnements très clairs d'Emmanuel Macron pour la défense de la liberté de la presse. Oui, et à l'inverse, vous vous souvenez de cette citation d'Emmanuel Macron au moment de l'affaire Benalla: « Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité ». Ça, c'était aussi une grande phrase d'Emmanuel Macron. Oui, et puis lors de vœux devant la presse présidentielle, je me souviens qu'il avait eu des paroles aussi qui avaient mérité que le président de l'association présidentielle le reprenne et le rappelle à l'ordre. Donc il a eu quand même un discours un peu oscillant sur cette question. Virginie, ce n'est pas la première fois que Disclose a maille à partir avec la justice. C'est même arrivé assez souvent. Avec la justice, pas avec la justice, avec la DGSI. Oui. Avec la DGSI, ça devient en effet une spécialité. On a presque notre carte pour rentrer dans les locaux. Non, c'est vrai que c'est incroyable parce que ce qu'on voit aussi dans la séquence d'Olivier Véran, c'est que le politique essaye de rester à un niveau de débat théorique. Oui, la liberté de l'information, la liberté de la presse est très importante. Et en fait, quand on est dans la pratique quotidienne, voilà, une journaliste qui va être mise en garde à vue, là, il n'y a plus de réaction. Et la liberté d'informer reste un espèce d'étendard qu'on brandit à tout va. Mais concrètement,
qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en France pour défendre cette liberté d'informer ? Parce qu'on voit que depuis des années, il y a des entailles de plus en plus fortes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une escalade dans la coercition contre les journalistes. Donc on se retrouve dans les locaux de la DGSI. Je ne crois pas que ce soit la place naturelle des journalistes de se retrouver là. Je pense même que la DGSI a bien mieux à faire que courir après des journalistes, puisque ce n'est pas l'objectif principal de ce service. Et maintenant, passer 38 heures ou 39 heures en garde à vue, des mois et des mois d'enquête consacrés à révéler la source, enfin aller chercher la source des journalistes, si c'est ça la préoccupation de notre République, la liberté d'informer va rester juste une espèce de belle pancarte qui ne sera jamais appliquée. Donc c'est vraiment problématique et il faut, à l'occasion en effet des états généraux dont on parlait, réfléchir à comment concrètement, quels moyens on met en œuvre pour vraiment défendre la liberté de la presse, qui passe forcément par une protection des sources, parce que comme on le disait, sans source, il n'y a pas d'information en fait. Oui, sachant qu'il n'y a pas que le secret défense, c'est-à-dire qu'on a un cadre législatif qui est de plus en plus contraignant et une pratique de ce cadre législatif qui est aussi de plus en plus dur pour les journalistes. C'est-à-dire que, normalement, un journaliste, un article de presse, il est soumis à la loi de 1880 sur la liberté de la presse, et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de contournements de cette loi pour essayer d'entraver le boulot des journalistes. C'est-à-dire que ça va être donc violation du secret défense, violation de la vie privée, le secret des affaires, qui est aussi une nouveauté et qui nous fait beaucoup de mal. Donc voilà, on saisit le tribunal de commerce, vous êtes bien placé pour le savoir à Mediapart, et c'est vrai que on n'a pas besoin de ça. Parce que là, on est bien d'accord, c'est pas Disclose qui est visé en tant que publication, c'est Ariane Lavrieux en tant que journaliste ayant écrit à Disclose. C'est important de le dire parce que c'est pas du tout ce que prévoit la loi sur la presse. Non, alors oui, voilà, c'est le sujet, parce qu'en fait, si l'objectif est de sanctionner un média ou un journaliste qui n'a pas bien fait son travail, effectivement, le lieu naturel, c'est la 17e chambre, la chambre de la presse, et la loi de 1881 qui doit s'appliquer. Et là, on se retrouve en effet, c'est là où on comprend l'objectif d'ailleurs de ce qui a été mené. L'objectif n'est pas de sanctionner quelqu'un qui a mal fait son travail, mais d'aller chercher comment il a fait son travail, les sources, la personne qui lui a donné les informations, et c'est là où ça devient problématique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une tendance à ne plus se retrouver devant la chambre naturelle, qui est la chambre de la presse, pour défendre des journalistes ou de l'information. On se retrouve devant des juridictions commerciales, maintenant dans les locaux de la DGSI, en garde à vue. C'est pas là que la presse doit être défendue. La presse a un cadre, il est ancien et très bien fait, c'est la loi de 1881, mais les contournements sont de plus en plus nombreux, et ça, il faut mettre un stop, je pense, en effet, pour qu'on se retrouve dans le lieu naturel où tout le monde doit parler de l'intérêt général, de l'information et de la liberté de la presse dans un seul endroit, dans un seul cadre. Alors Karine, nous aussi à Mediapart, on a eu, maille à partir avec la DGSI, même une perquisition, justement dans le cadre de l'affaire Benalla aussi. Une tentative de perquisition. Alors, une tentative c'était pas la DGSI, c'était à la demande du parquet de Paris. Donc ça remonte, ce sont des faits qui remontent à février 2019. Effectivement, c'est cette tentative de perquisition dans nos locaux, et donc pas au domicile de journalistes, dans nos locaux. On a pu empêcher l'entrée des agents dans nos locaux. Pourquoi ? C'était dans le cadre d'une enquête préliminaire qui avait été ouverte à la suite d'un article qu'on avait écrit sur des révélations sur l'affaire Benalla. Donc rien à voir. Donc on peut noter effectivement que Olivier Véran, dans l'extrait qu'on a montré tout à l'heure, ouvrait les états généraux de la désinformation, puisque donc il ne s'agissait pas du tout de fraude fiscale, mais donc de l'affaire Benalla pour la perquisition dont on a été, la tentative de perquisition dont on a été victime. Quelques mois plus tard, 4 de nos journalistes, dont Edoui Plenel, se sont retrouvés auditionnés par la police, et donc ça a duré un certain temps. Et il faut quand même se souvenir qu'en juillet 2022, la justice nous a donné raison, l'État a été condamné pour cette tentative de perquisition, avec des mots assez fermes, avec un jugement assez ferme, et pour le coup qui peut donner un petit peu d'espoir. Je lis le jugement. Donc cette tentative de perquisition a été jugée par le tribunal de Nanterre ni nécessaire dans une société démocratique, ni proportionnée à l'objectif poursuivi. Voilà. Donc
Donc peut-être distinction intéressante que vous faisiez tout à l'heure entre la justice et l'État qui suscite ce type de poursuite. Louis Plenel et Clément Fayolle, journaliste pigiste, qui avait été aussi entendu par la DGSI en 2017, aussi sur une histoire de vente d'armes à un pays étranger. Est-ce que vous trouvez qu'on passe un cran ? Est-ce que vous êtes particulièrement inquiet de l'état de la liberté de la presse en ce moment ? En gros, le président s'appelle Emmanuel Macron aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez qu'on ne cesse qu'on passe des crans ou pas ? Clairement, on n'était pas habitué à ça. Enfin, c'est-à-dire qu'en 2018 ou 2019, on a les premières convocations de journalistes devant la DGSI pour violation du secret défense. Déjà à l'époque, c'était incroyable. Ça avait fait beaucoup de bruit, peut-être plus de bruit d'ailleurs que là, l'arrestation, l'interpellation d'Ariane Lavrieux. Et il y en a eu, je crois, peut-être une dizaine depuis. Et là, on passe encore un palier puisqu'on a, c'est pas une audition en tant que suspect ou audition libre. On a une perquisition à 6h du matin pendant 10 heures sans avocat, puis une nuit en garde à vue, puis de nouveaux éléments à chaque fois. C'est vraiment énorme. Et ouais, clairement, j'ai l'impression qu'on s'habitue à voir des choses qui, il y a encore quelques années, nous auraient vraiment stupéfaits. Je suis absolument d'accord, et j'ajouterais qu'on l'a aussi vu au cours des mouvements sociaux. Il n'y a pas que ces affaires très sensibles, droit des affaires, secret défense, etc. Il y a aussi la façon dont les journalistes, plus ou moins indépendants, carte de presse ou non, peuvent être visés par des services de police dans le maintien de l'ordre dans la rue, et qui montrent aussi, je trouve, une escalade assez inquiétante et une forme d'habitude de l'opinion publique à voir les journalistes maltraités. Karine ? On a fait dans Mediapart une sorte de chronologie de ces atteintes à la liberté d'informer au cours du quinquennat de Macron et du précédent, enfin voilà, de la série actuelle. Et c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. On fait face non pas à des cas isolés, mais on voit quelque chose de systémique. On comprend qu'il y a une défiance véritable là, du pouvoir à l'égard des journalistes. C'est Hélène Salvi qui a écrit cet article. Je pense qu'effectivement, quand on entend ou on n'entend pas les autres membres du gouvernement, c'est vrai que la ministre de la Culture là est complètement aux abonnés absents. Vraisemblablement, elle s'est fait déposséder de son dossier pour les états généraux de l'information. Il y a de quoi s'inquiéter. Et peut-être ça vaut le coup aussi de souligner, parce qu'on l'a pas fait jusqu'ici, le rôle de la France à l'échelon européen. Ces derniers mois, la France, Paris, dans le cadre du Media Freedom Act, donc de ce texte qui est censé garantir de nouveaux droits pour les journalistes, la France a pesé pour au contraire renforcer le droit au secret défense et la protection du secret défense contre les journalistes, donc en étendant les interdictions qui sont faites aux journalistes. Et par ailleurs, la France a pesé dans ces négociations, donc qui sont encore en cours. C'est Investigative Europe qui a sorti ces informations il y a quelque temps, a pesé pour faire en sorte que les services secrets des différents pays soient autorisés à poser des logiciels d'écoute sur les téléphones des journalistes pour obtenir des informations dans le cadre d'enquêtes qui seraient ou d'informations révélées dans le cadre du secret défense. Donc je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter, d'autant plus que la France, au niveau européen, joue ce rôle de pression pour encourager nos voisins. Il y a des états généraux de l'information qui arrivent dans 10 jours pour conclure. Ariane Chemin, vous, grand reporter au Monde, qui avez eu justement une audition à la DGSI dans le cadre de l'affaire Benalla, après avoir publié un article. Qu'est-ce qu'on peut en attendre, ces états généraux? Le président de la République les souhaite. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Qu'est-ce qu'on peut en souhaiter? Je voudrais pas en parler trop longtemps parce que je suis pas du tout une spécialiste du sujet. Je me suis pas penchée sur ce sujet. J'ai l'impression simplement, comme tout le monde, que l'Élysée tient ça à distance et que plus c'est loin de l'Élysée, mieux c'est. Hein. Ouais. C'est presque externalisé. Voilà. Ouais. Je trouve que sur Olivier Véran, qui se trompe je pense qu'il se trompe. Vous dites des états généraux de la désinformation, il faut quand même pas exagérer. Non, mais je trouve il faut faire attention à pas faire de facilité non plus, quoi. Moi, franchement, je suis pas très optimiste sur les états généraux de l'information. Il y a des enjeux sur la concentration, sur l'indépendance
des rédactions. Il y en a énormément. Mais je pense qu'il faut... Enfin, là, on est venu pour parler de la DGSI, c'est quand même le sujet du jour. Ouais. Je pense qu'il faut faire très attention, donc il faut être très vigilant. Évidemment qu'il faut être vigilant sur les violences policières, mais il ne faut pas tout mélanger non plus, quoi. Donc, mais c'est un sujet très compliqué. Je pense je pense pas qu'Emmanuel Macron ait toujours défendu la profession de journaliste. Je pense qu'il n'aime pas les journalistes et qu'il tient ça très très loin et qu'il a effectivement eu des phrases comme celle que vous aviez rappelée pour dire les journalistes ne cherchent pas la vérité. Moi, je trouve que cette phrase est honteuse. Bon, après, il a essayé de se rattraper, mais voilà. Donc, sur les états généraux, je pense qu'il n'a pas du tout l'intention de s'en mêler. Tristan Valex, justement, certains députés de la NUPES qu'on voyait hier à la manifestation demandaient par exemple la constitutionnalisation du secret des sources. Est-ce que la question de la protection des sources, il y a déjà un certain nombre de lois qui l'encadrent et qui l'ont aussi réduite ces dernières années en France. Est-ce que ça, c'est un enjeu des états généraux de l'information ? Ce qui est sûr, c'est que nous, on réclame pas, enfin, en tant que journaliste, on réclame pas l'impunité, on veut pas être au-dessus des lois, on veut juste pouvoir faire notre travail. On voudrait pas, sur le secret défense, par exemple, on ne réclame pas le droit de pouvoir mettre en danger la sûreté de l'État. C'est pas ça. Enfin, voilà. Nous, tout ce qu'on veut, c'est pouvoir sortir des informations d'intérêt général. Et là, en l'occurrence, dire que la France est potentiellement complice de crimes de guerre en Égypte et qu'il y a potentiellement des civils égyptiens qui sont assassinés grâce à la France, ça mérite de pouvoir être dévoilé sans passer 40 heures en garde à vue. Voilà. On veut simplement avoir un cadre qui nous confère pas l'impunité, mais qui nous permet de pouvoir révéler des secrets d'État quand ils sont d'intérêt public. Virginie ou Mathias, qu'est-ce qu'il faut pour ces états généraux de l'information ? Qu'est-ce qu'il faut pour l'indépendance des rédactions, protéger vos journalistes quand ils enquêtent ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire rapidement ? Et défaire peut-être qui existe dans la loi ou qui dans les pratiques ? Déjà, je pense qu'il faudrait, il faut trouver un moyen. Encore une fois, on a un cadre, la loi de 1881, il faut arrêter d'avoir des possibilités judiciaires ou autres d'aller dans des endroits qui ne sont pas le lieu où la liberté de la presse doit être analysée, enfin l'information doit être analysée. Ce que je veux dire, c'est que c'est important qu'on arrête de faire des textes à côté de la loi de 1881, comme on l'a vu à l'époque avec le texte du secret des affaires, de nouveaux textes qui permettent en fait finalement de vider cette loi de 1881 de sa substance et elle ne peut plus exercer le rôle, le cadre qu'elle a. Il faut absolument, aujourd'hui on est un peu là aussi sur ce sujet, c'est renforcer la protection des sources, arrêter de toutes les exceptions qui pourraient permettre de protéger les sources. Les journalistes qui ont bien fait leur travail doivent pouvoir délivrer une information sans être poursuivis n'importe comment dans un cadre qui est haute, qui n'existe. Voilà. Le mot de la fin, Reine. Je me réjouis en tout cas que France Télévisions ait remis le documentaire sur le site. J'espère qu'il va connaître un effet stressant comme l'excellente enquête sur le Puy du Fou qui a été rediffusée et qui a fait, si j'ai bien compris, un succès d'audience en podcast. Ouais, c'est ça. Donc, on essaie, voilà, ce que certains ne voudraient pas que soit publié, voilà, on a remis en ligne ce documentaire, cet excellent documentaire d'Ariane et de Lavrieux de Jean-Pierre Canet, et on espère que les gens qui avaient raté cette enquête, qui n'ont pas lu Disclose, vont peut-être s'intéresser à ces secrets d'État parce qu'ils le méritent bien. Évidemment, on continuera nous aussi à suivre tout ça sur Mediapart. Merci à tous les quatre, merci de nous suivre. Cette émission, vous le savez, elle est en accès libre, mais Mediapart ne vous informe que grâce aux abonnements. Donc si vous le pouvez, abonnez-vous. Merci beaucoup, bonne soirée.